je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie vivement de vous être rendu disponible pour nous faire part de votre témoignage. Nous avons entamé les travaux de notre commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. L'Assemblée nationale a choisi de créer cette commission d'enquête à la suite de très nombreuses révélations publiques de sportifs et sportives, dont le vôtre, et de divers scandales judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Nos travaux se déclinent donc autour de 3 axes. L'identification des violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, l'identification des discriminations sexuelles et raciales dans le sport et l'identification des problématiques liées à la gouvernance financière des fédérations sportives et des organismes de gouvernance du monde sportif bénéficiant d'une délégation de services publics. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir accepté de nous faire part de votre expérience lors de cette audition, étant donné le courage que cela requiert. Vous avez dénoncé les faits de violence de la part de votre entraîneur de tennis, M. Andrew Gades, qui s'est avéré être un prédateur sexuel maniant la manipulation psychologique. Vous avez ainsi été humilié et violé près de 400 fois lorsque vous aviez entre 12 et 14 ans. Et vous avez dénoncé le règne de l'omerta de la part de votre entourage dans le monde du tennis. Presque 15 ans plus tard, avec d'autres victimes du même prédateur sexuel, vous avez réussi à dénoncer ces viols qui ont conduit à la réclusion criminelle de cet entraîneur pour une durée de 18 ans. Puis vous avez créé l'association Rebond pour conduire des interventions de prévention et de sensibilisation auprès des clubs et de la Ligue, ainsi que de la formation et de l'aide aux victimes. Pouvez-vous nous expliquer votre calvaire à l'époque, le cheminement que vous avez suivi jusqu'à votre plainte et les conséquences de ces violences sur votre santé physique et mentale depuis, pour nous permettre de comprendre la gravité de ces faits? Pouvez-vous également présenter votre association et nous indiquer les mesures qui, selon vous, devraient être mises en place pour lutter contre de telles pratiques? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro. Je vous remercie. Je le jure. Je vous remercie et vous avez la parole. Tout d'abord, je voulais vous remercier, vous aussi, d'avoir créé cette commission et de vous soucier de ce fléau qui touche le sport, mais pas que. Voilà, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Angélique Cauchy, j'ai 36 ans et aujourd'hui, je suis professeure de PS et j'habite dans le sud-ouest de la France, à Bayonne. J'ai commencé le tennis à 4 ans. Alors, je suis d'une famille, ma mère est espagnole et elle a vécu des violences sexuelles quand elle était plus jeune. Enfin, sa maman s'est fait violer devant elle quand elle était très jeune et j'ai grandi avec cette image. Elle me l'a raconté quand j'étais toute petite et j'ai tout de suite eu une relation où j'étais plutôt la mère de ma mère. Elle était très fragile, elle avait des traumatismes qu'elle n'a pas réussi à régler. Et mon père est quelqu'un du nord de la France qui parle peu, qui n'est pas très démonstratif et qui disait pas « je t'aime ». Et moi, j'étais une enfant qui avait besoin de beaucoup de reconnaissance. J'étais HPI, HPE, donc haut potentiel intellectuel et émotionnel. Et voilà, j'avais de l'avance à l'école. J'attendais qu'on dise toujours que c'était bien. J'essayais d'être la petite fille parfaite et j'avais besoin du regard des autres. Et donc, j'ai commencé le tennis parce que j'allais en Espagne en vacances et il y avait un prof de tennis à la plage qui avait dit à mes parents « inscrivez-la, elle a l'air super douée ». Donc, je m'étais inscrite et rapidement, j'ai joué avec des garçons de 12 ans parce qu'il n'y avait pas de filles de mon niveau dans mon club. Et à 7 ans, j'ai été prise par la Ligue du Val d'Oise, donc, qui me fournissait des entraînements supplémentaires et qui donnait une bourse dans mon club pour que je puisse m'entraîner davantage et que ça ne coûte pas trop cher à mes parents parce que ma mère ne travaillait pas et mon père était fonctionnaire de police. Donc, on n'était pas particulièrement aisés. Et donc, voilà, j'ai continué à jouer jusqu'à mes 12 ans dans ce club-là. Et à 12 ans, j'ai dû changer de club parce que ce n'était pas un assez gros club. Et donc, j'avais le choix entre 2 clubs, Aubonne et Sarcelles.
Et Aubonne, c'était le club où il y avait entre guillemets mes rivales. Et le tennis, c'est un sport individuel où on nous monte quand même très rapidement les uns contre les autres. C'est très difficile pour des enfants d'être... c'est un sport difficile parce qu'on est seul. Et donc, je suis allée dans l'autre club, Sarcelles. Et donc, je devais m'entraîner avec le directeur sportif qui, cette année-là, a eu une promotion et est devenu entraîneur fédéral à la Ligue de Seine-Saint-Denis, Patrick Bouteiller. Donc, finalement, c'est pas lui qui m'a entraîné, c'est l'autre entraîneur, Andrew Guedes, qui au début était très gentil, qui avait un peu un rôle de copain ou de grand frère. Et moi, je souffrais dans ma famille de sortir peu, de ne pas aller au cinéma, de ne pas aller être dans des musées, de ne pas aller voir des concerts. Mes parents n'étaient pas très curieux, ils n'avaient pas fait d'études. Et moi, j'étais en recherche de découvrir le monde. Et lui m'a apporté ça parce que voilà, il m'a offert un atlas du monde très rapidement. Et je passais mes soirées à regarder la densité de population de tous les pays, à apprendre toutes les superficies par cœur. Et il m'a amené voir des matchs du PSG. J'étais fan du PSG. Et c'est comme ça que ça a commencé, parce que j'étais jamais allée au Parc des Princes. Et la seule image que j'avais du Parc des Princes, c'était mon père qui était CRS et qui me disait que lui, il passait son temps à regarder les tribunes et il pouvait pas trop regarder le match. Mais il me racontait un petit peu l'ambiance. Et donc moi, je regardais ça avec mes yeux en me disant j'aimerais tellement y aller. Et donc quand cet entraîneur m'a proposé, mes parents, ils ont vu dans mes yeux tellement d'envie de vivre des choses qui m'ont pas interdit. Ils ont dit d'accord, et la première fois, ça s'est très bien passé. Il m'a ramené chez moi, et puis au fur et à mesure, il a commencé à dire il faudrait qu'elle s'entraîne davantage, et j'entraîne dans un deuxième club à côté de chez moi, les gens sont meilleurs, je peux venir l'entraîner, je vous la ramène. Et donc, j'étais de plus en plus seule avec lui dans les transports ou sur des lieux qui n'étaient pas mon club. Et puis, une fois, il a dit à mes parents, ça serait plus pratique qu'elle dorme à la maison parce que ça fait loin pour moi de la ramener après. Et mes parents ont fait confiance parce qu'ils n'ont pas vu le mal. Et la première fois, il ne s'est rien passé. Il m'a laissé sa chambre, il a dormi dans le salon. Et puis en fait, petit à petit, c'est devenu quasiment comme un rituel qu'après les entraînements un peu tardifs dans son deuxième club ou après les matchs de foot, je restais chez lui dormir. Et en fait, il a pris possession de la programmation de notre tournoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est un jeune joueur de tennis, on fait beaucoup de matchs. Et je faisais 125 matchs par an en plus de ma scolarité. Ça fait l'équivalent d'un match tous les 3 jours. Et donc, mon père, il était le seul à conduire. Et c'était une grosse charge pour lui de devoir gérer mes entraînements, mes matchs et ceux de ma petite sœur, qui avait 2 ans de moins et qui jouait aussi au tennis. Donc, ça a été un soulagement pour ma famille quand il s'est proposé de m'inscrire dans des tournois et de m'y emmener. Et voilà, il y a un soir où il est resté, il m'a demandé s'il pouvait me raconter une histoire. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre, j'avais quand même 12 ans, j'en avais pas 5. Et j'ai dit, il n'a pas d'enfant, peut-être qu'il a besoin d'affection, peut-être qu'il voudrait que je sois comme sa fille. Et puis la fois d'après, il est resté un peu plus longtemps, puis après il me demandait si je pouvais lui caresser le dos, et puis il me prenait dans ses bras. Et en fait, ça s'est fait tellement petit à petit que je savais que tout ça était pas normal. J'étais très mal à l'aise, je voulais pas que ça arrive, mais je savais pas à quel moment il fallait que je dise stop. Et j'étais seule, loin de chez moi, à 30 km, et à 12 ans, on n'est pas capable de s'opposer physiquement et psychologiquement à un adulte, d'autant plus si c'est quelqu'un qu'on respecte et qu'on admire. Et surtout si on pense que cette personne va nous aider à peut-être accéder à nos rêves. Alors, il faut savoir que quand je suis arrivée au club de Sarcelles, à 12 ans, je n'avais pas du tout envie d'être joueuse professionnelle. Moi, je voulais faire Sciences Po Léna. Et donc, voilà, le monde du tennis, pour moi, j'étais dans les 3-4 meilleures joueuses françaises, mais je ne me voyais pas être joueuse professionnelle. Et lui a mis cette graine, en fait, à me dire que j'avais le potentiel, que je pouvais largement être dans les 10 meilleures mondiales seniors, que j'avais du talent, j'étais gauchère, revers à une main, que j'étais grande, que j'étais plus intelligente que la moyenne sur un terrain de tennis, etc. Et au fur et à mesure des entraînements, ça prend tellement une part importante qu'on se détache aussi de ce qui est la vie d'un adolescent classique. Et moi, quand j'étais au collège, j'étais un peu perdue. Je ne savais pas qui était Friends. J'avais rien en commun avec ceux qui étaient avec moi à l'école. Parce que j'allais en classe, en plus j'étais beaucoup plus jeune qu'eux, ils avaient 2 ans de retard, moi j'avais des années d'avance, donc on était quand même... C'était un monde qui nous séparait, et moi je sortais des cours et je sortais en courant pour que mon père me récupère et m'emmène m'entraîner jusqu'à 20h30, puis je rentrais chez moi et c'était ça tout le temps, et les week-ends j'avais les tournois, donc
j'étais vite seule aussi au collège, et cet isolement participe aussi aux faits de violence que peuvent subir des jeunes comme ça dans les milieux sportifs, parce que c'est comme moi aujourd'hui je suis professeure de PS, voilà, comme le harcèlement, quand un enfant est seul, il est beaucoup plus facilement une proie, et je pense qu'il a vu que j'étais une proie facile, entre guillemets, pour plein de raisons, parce que j'avais une faille de reconnaissance que j'avais pas de ma famille, parce que j'avais besoin de découvrir le monde, une curiosité que mes parents n'arrivaient pas à satisfaire, parce que j'avais besoin d'être, si c'était possible, parfaite, la meilleure possible en tout cas, et ils pouvaient me pousser très loin physiquement et psychologiquement, et j'étais capable d'encaisser. Et cette exigence aussi, finalement, s'est retournée contre moi. Si j'avais pas accepté tout ça par envie de bien faire, bah, peut-être qu'il aurait choisi quelqu'un d'autre. Mais donc voilà, et puis un jour il m'a plaqué contre le couloir en face de sa salle de bain, il m'a embrassé sur la bouche, et là ça m'a fait un choc, j'étais sidérée. Ça s'est fait en quelques mois, en même pas 2-3 mois, et je lui ai dit non, il faut pas, c'est pas bien, moi je veux pas. Et il me dit mais quoi, tu sais, ça arrive souvent, les relations entraîneur-entraîné, on passe tellement de temps ensemble, c'est normal, les gens peuvent pas comprendre, mais ça arrive souvent. Et moi je voulais pas du tout, il avait l'âge de ma mère. Enfin, moi, ma seule expérience, c'était l'été d'avant. J'étais tombée amoureuse, entre guillemets, du grand frère d'Adrian Manarino, qui est un joueur de tennis, qui s'appelle Morgan. Et au bout de 3 semaines à passer notre temps ensemble, on s'était tenu la main. Donc, c'était un peu ça, mon expérience. Et donc, il m'a dit, c'est rien. Et moi, j'étais tétanisée. 10 minutes après, dans l'ascenseur, il m'a réembrassée. Et je ne me suis pas opposée physiquement, et là j'ai su que ça allait être compliqué de m'en sortir. Et en fait, j'ai jamais rien dit à mes parents, parce que j'aurais pu peut-être le dire à ce moment-là. Après, c'était certainement trop tard, mais à ce moment-là, j'aurais peut-être pu le dire. Mais mon père, il nous disait, qui parlait jamais, c'est quelqu'un du Nord, nous disait tout le temps, si un jour quelqu'un vous fait du mal, j'attendrai pas que justice soit faite, je lui mettrai une balle entre les 2 yeux quitte à prendre 20 ans de tôle. Et c'est quelque chose qui m'a tellement marquée. Et j'ai tellement grandi avec cette arme qui ramenait, voilà, qui laissait dans la cuisine, et je savais où elle était, je savais qu'il fallait pas la toucher, je l'ai jamais touchée, que c'était quelque chose de réel. Je savais que potentiellement ça pouvait arriver. Je me disais, il dit certainement ça, mais il le fera peut-être pas. Mais même si c'était 1% de risque qu'il le fasse, c'était impossible que je prenne le risque que mon père fasse de la prison parce qu'il avait tué quelqu'un, que ma mère, qui était déjà fragile, parte en hôpital psychiatrique, et que ma petite sœur et moi, on parte en foyer. Donc je me suis dit, il va falloir que je m'en sorte seule. Et ça m'a pris 2 ans. Et avant mes 13 ans, il m'avait déjà violée digitalement avec le pénis. Et en fait, c'est ce que j'ai dit à la barre, c'est assez bizarre et étonnant de le dire, mais je préférais les fellations parce que ça me faisait pas mal. Donc si c'était possible, je faisais une fellation. Si c'était un endroit où je savais que il y avait une possibilité pour qu'il se fasse prendre, bah, j'essayais de perdre du temps pour que ça se passe pas. Et si c'était chez lui ou dans un endroit clos, bah, je le faisais le plus vite possible pour que ça soit terminé. Mais sur le coup, on ne se rend pas compte de répercussions que ça va avoir toute notre vie sur notre construction. La seule chose qu'on essaye de faire, c'est de survivre. Et voilà, j'avais un petit carnet avec les autographes des joueurs du PSG parce que j'allais les voir au camp des loges. Et entre ces feuilles, j'écrivais « J'en peux plus, il faut que ça cesse, je vais faire que tout s'arrête ». Et j'ai pensé tellement de fois à me suicider. Et à chaque fois, j'arrachais la feuille et je disais « Non, il ne faut pas que ma mère, complètement maniaque, qui fouille notre chambre toutes les 2 secondes, tombe dessus ». Donc j'arrachais la feuille et je la dépiotais en petits morceaux et je les jetais dans toutes les poubelles du trajet qui m'emmenait au collège. Il y avait 867 pas. Parce que j'ai développé un toc de comptage, où pour me rassurer, je compte tout le temps. Aujourd'hui, je compte le nombre de coups de raclette que je mets dans la douche, c'est 9, le 17 expirations sur 100 mètres de footing. Enfin, c'est quelque chose, voilà, qui m'a permis de me raccrocher à ce que je pouvais maîtriser, parce que je ne maîtrisais plus rien. Et en fait, je suis partie à La Baule au mois de juillet. Donc, c'était finalement... lui est originaire de La Baule et en fin de compte, j'ai appris au cours du procès que c'était un petit peu son mécanisme parce qu'à chaque fois, il a amené ses victimes à La Baule, loin de chez elles, complètement déracinées, pour passer à des stades supérieurs, entre guillemets. Alors,
moi, pendant ces 15 jours-là, ça a été les 15 pires jours de ma vie. Il m'a violée 3 fois par jour. Et le premier soir, il m'a demandé d'aller dans sa chambre et j'y suis pas allée. Et donc, il est venu dans la mienne. Et ça a été pire parce que j'étais prisonnière, je pouvais pas partir quand je voulais. Et après, j'étais obligée de rester dans l'endroit où ça s'était passé. Et pour moi, c'était vraiment... je me sentais tellement sale. Et donc, les soirs d'après, ça paraît fou, mais j'y suis allée de moi-même. Et j'ai fait ces 13 pas qui me séparaient de sa chambre pour aller me faire violer. Et c'est l'année où le Concorde s'est écrasé, fin juillet. Et je me disais, c'est marrant, moi aussi, je suis en train de m'écraser. Et j'avais pas encore mes règles, et j'ai eu mes règles le 5 août suivant, en Espagne, en vacances. Et il est venu en vacances, sur mon lieu de vacances, pour pas me laisser respirer. Il avait dit à mes parents que c'était une surprise. Et il est venu avec sa petite copine, parce qu'il avait une copine de son âge. Et ma mère lui a dit, innocemment, parce que ma mère, c'est un peu une enfant, et puis elle lui a dit aussi peut-être l'air de dire, bah, elle est en train de grandir, physiquement, elle va peut-être changer. Mais elle lui a dit que j'avais eu mes règles, et lui, quelques jours plus tard, dans l'eau, il m'a dit ah, c'est bien, tu deviens plus grande, je vais pouvoir faire plus de choses, mais il va falloir que je fasse gaffe. Et dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire de plus? Et en fin de compte, malheureusement, pas pour moi, mais pour les autres, il a fait tellement pire en termes sexuels. C'est-à-dire que moi, voilà, moi, je me suis pas fait sodomiser. Moi, il m'a pas mis de cuillère en bois dans le vagin. Moi, il m'a pas laissé nue dans la forêt plusieurs heures. Des choses qu'ont pu vivre certaines de mes co-victimes. Donc, quelque part, je suis plutôt chanceuse de ce côté-là. Mais par contre, psychologiquement, ça m'a détruite aussi parce qu'il disait des choses... il me disait qu'il avait le sida et qu'il me l'avait donné. Et à la fin des années 90, ça faisait un petit peu plus peur que maintenant. Et moi, j'ai vécu entre 13 et 18 ans en pensant que j'avais le sida. Et quand j'ai eu mon permis, et je suis allée toute seule chez le médecin pour la première fois, parce que j'avais une maman très mère-poule qui m'accompagnait jusqu'à mes 18 ans chez le médecin. Et j'avais demandé s'il pouvait me faire des analyses, parce que j'étais un peu fatiguée avec tout le sport, les études. Et donc, il a dit, oui, je vous fais le fer, les vitamines, etc. Et je lui ai dit, oh, vous pouvez aussi me mettre le HIV à tout hasard. Et moi, j'étais persuadée que je l'avais, et je me souviendrai toujours devant cette pancarte marquée « Parking réservé à la clientèle » dans ma Seat Ibiza que mes grands-parents m'avaient offert. J'ouvre le papier et c'est marqué négatif. Et en fait, non, j'avais pas le sida, et lui, il l'a jamais eu. Et il l'a fait croire à chacune de nous. Donc, il disait qu'il allait tuer mes parents, comme ça, au moins, il pourrait être tranquille avec moi. Il me disait... s'il te reste une semaine à vivre, qu'est-ce que tu fais? Et je disais, bah, je sais pas, je passe du temps avec ma famille. Il me dit, moi, je vais acheter une arme et je tire sur tout le monde. Enfin, c'était tellement de violence. Il a déjà frappé des gens qui, soi-disant, me regardaient dans la voiture, enfin, un poids lourd. Sur l'A86, il y avait trop de monde à Nanterre, on était en bouchon. Et il est sorti de la voiture avec une batte de baseball et il a dit qu'il allait lui casser la gueule parce qu'il était en train de regarder mes jambes, alors que pas du tout. Il conduisait qu'avec les genoux, il se droguait, il me laissait à la cité Pablo Picasso pour aller s'acheter sa drogue. Et moi, j'étais tétanisée dans la voiture et je regardais les rétroviseurs sans arrêt pour savoir si quelqu'un allait me kidnapper ou j'en sais rien, de quoi j'avais peur, mais j'étais terrifiée. Et en fait, j'ai essayé la deuxième année de m'en sortir... en essayant d'aller le moins souvent possible chez lui. Je demandais à mon père de m'inscrire dans des tournois proches de chez moi. J'ai demandé à m'entraîner plus souvent à la Ligue pour moins m'entraîner avec lui. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à sortir un petit peu de cette emprise. Mais il faut savoir que je m'habillais comme lui, il m'achetait les mêmes habits que lui. J'étais son mini-lui, je mettais ma casquette à l'envers comme lui. J'avais des habits qui m'allaient 3 fois trop grands parce qu'il me donnait ses habits. Je mangeais ma pizza comme lui, c'est-à-dire que je mangeais plus mes bords de pizza alors que j'adore la croûte des pizzas. Mais j'étais devenue une marionnette, j'étais son esclave sexuel. Il faisait ce qu'il voulait de moi et à chaque fois je me disais, j'avais la peur au ventre en me disant je peux mourir dans l'heure qui suit. Et j'ai ce sentiment d'insécurité. Aujourd'hui j'ai 36 ans et je vais mieux que depuis janvier. Janvier, j'ai décidé d'aller voir un psychiatre pour la première fois. Et ça va quand même beaucoup mieux.
Mais voilà, le jour de mes 14 ans, ma mère m'a offert un nouveau téléphone, un 3310 bleu ciel Nokia avec le jeu du serpent. Pour ceux qui sont de ma génération, c'était une passion. Et je me suis promis de jamais répondre à son numéro de téléphone 06 09 40 11 88. C'est un numéro, j'irai dans ma tombe avec. Des fois, je donne son numéro à la place du mien. Et j'ai réussi à plus jamais répondre. Et il a essayé pendant 15 jours de m'appeler. Et quand il a vu que je répondais plus, il est passé à autre chose et il a pris une autre victime. Et elle s'appelait Astrid. Et je la connaissais. Et ça s'est fait sous mes yeux. Et le plus dur pour moi à vivre, c'est de me dire que je ne les ai pas sauvés. C'est que j'ai dû faire le choix à 12 ans de sauver ma famille et de ne pas les sauver elles. Et que si j'avais parlé, il n'y aurait pas eu les autres victimes. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur, vraiment. Elle me dit sans arrêt, tu avais 12 ans, c'était pas un choix à faire, tu pouvais rien faire, c'était pas à toi de le faire. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, j'essaye de faire le bien, d'être prof de PS pour essayer d'être une adulte qui porte les enfants à s'élever sans être manipulée, sans être sous emprise. Et j'espère que le jour où je mourrai, j'aurai fait plus de bien que le fait de ne pas les avoir sauvés, que ça me soulagera un petit peu. Et surtout, je remercie quand même tous les jours en me levant la petite fille de 12 ans que j'étais, d'avoir choisi la vie et de m'avoir permis de rencontrer ma femme et d'avoir un fils. Elle a été très forte, la petite de 12 ans que j'étais, et je suis un petit peu morte à 12 ans, mais c'est un petit peu grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Merci très sincèrement pour ce très beau témoignage. Beau, parce qu'il vient de vous, hein, j'entends. Voilà, c'est assez bouleversant. C'est en tout cas... c'est un témoignage qui certainement aussi nous motive à avancer aussi dans cette commission enquête et qui fera que on le souhaite que ça ne se reproduise plus jamais. Que vous, petite fille, que vous étiez à 12 ans, eh bien, vous auriez eu le droit à une autre enfance, très certainement. Et donc, du fond du cœur, moi, je vous remercie. Merci d'avoir beaucoup. Ce courage, hein, attention, hein, ce courage de bien devoir. Merci beaucoup. J'ai mis beaucoup de temps à parler, et à vrai dire, je l'aurais peut-être jamais fait si Astrid en question m'avait pas appelé à 27 ans en me disant je suis à 4 jours de la prescription, moi il m'a violée et avec une autre victime on pense que toi aussi, est-ce que c'est le cas? Et j'en avais jamais parlé, à part à mes petites amies, parce que je supporte pas la pénétration, parce que je peux pas faire un frottis chez le gynéco, j'ai ce qu'on appelle un vaginisme sévère. Donc j'étais bien obligée quand même d'en parler à mes petites amies, mais je leur disais, je me suis fait agresser quand j'étais jeune et j'arrivais même pas à mettre le mot viol dessus. Et à 27 ans, je leur ai dit oui, moi aussi, mais je sais pas si je suis prête, je sais pas si je peux le dire à mes parents, je sais pas si je peux changer comme ça ma vie. Et donc j'ai mis 3 mois à réfléchir et je me suis dit, si c'est soit tu y vas maintenant, soit tu y vas jamais. Et je pensais qu'avec moi, elles auraient plus de chances d'être entendues, parce que c'est terrible, mais elles avaient entre 15 et 18 ans et j'avais peur qu'on puisse penser qu'elles pouvaient être consentantes parce qu'elles avaient 16 ans. Parce qu'en fait, dans le milieu du tennis, ça se savait qu'il était pas correct avec les filles, les jeunes filles. Je parle pas de moi parce que pour moi, ça s'est pas su. Mais pour les autres, il y en avait toujours qui disaient oui, il est avec, il sort avec. Mais enfin, quand on a 38 ans, on sort pas avec une jeune de 15 ans, encore moins quand on l'entraîne. Enfin, c'est là, il y avait une méconnaissance de la loi quand on a autorité sur quelqu'un, sur un mineur. Enfin, ça paraît fou parce qu'on a laissé faire des choses dans le milieu du sport qu'on transposerait dans un autre milieu, on dirait ça ne peut pas arriver. Enfin, jamais on dirait oui, elle sort avec son prof de maths. Enfin, ça paraît fou, mais c'est la même chose. L'autorité est exactement la même, si ce n'est que c'est encore pire parce qu'ils nous voient en dehors d'un cadre institutionnel où on vous voit l'enseignant, où on est plusieurs
on est rarement seul face à un enseignant, alors que là, on passe notre temps seul avec l'entraîneur. On partage un quotidien de tournois, de repas, on partage nos doutes, on partage nos histoires qui peuvent se passer au collège. Et donc, ça a tendance, un jeune, il peut vite confondre les frontières parce qu'il n'est pas du tout armé. C'est pas à lui de mettre les barrières. Et donc, j'ai parlé à 27 ans, mais ça a été compliqué parce que voilà, ça a été très dur pour mes parents. Ma mère est tombée en dépression, elle a été hospitalisée en hôpital psychiatrique. Ils n'ont pas pu être là pour moi. J'ai essayé d'être là pour eux pendant 2 ans et c'était trop dur. Donc j'ai dû arrêter de les voir et de leur parler pendant plus de 2 ans. Et quelque part, on m'a volé plein de pans de ma vie. C'est-à-dire qu'on m'a volé peut-être ma carrière que j'aurais pu avoir, parce qu'après, j'ai fait toujours des choix qui allaient m'amener à ne pas me retrouver seule avec un adulte qui avait une autorité sur moi. Donc j'ai refusé d'aller au Centre national d'entraînement à 14 ans, à Roland-Garros, parce que j'avais peur de me retrouver dans la même situation. Et à 17, enfin, j'ai eu mon bac à 16 ans. À 16 ans, on m'a proposé les meilleures universités à la fac américaine, parce que j'avais des très bons résultats à l'école, que j'avais eu le bac avec mention très bien, et que j'avais des années d'avance, et que j'étais dans les meilleures françaises. Donc on m'a proposé des bonnes universités, et c'est terrible parce que j'ai dit non, parce que j'avais peur d'être loin. Et donc, je suis partie à la fac, à Paris 5, voilà, porte de Versailles. Et j'ai fait 3 masters, et en même temps, j'ai passé mon BE1, mon BE2, j'ai fait plein d'études en même temps. Mais quelque part, peut-être que c'était pas ça qui m'était destiné à la base. Et lui, il disait toujours, plus tard, tu feras Sciences Po. Et du coup, j'ai pas fait Sciences Po parce que je voulais pas faire ce que lui voulait que je fasse. Et les 3 autres ont fait Sciences Po. Donc c'est quand même... Parce qu'elles l'ont rencontré aussi entre 15 et 18 ans, donc c'était au moment où elles avaient ce choix à faire. Et moi, j'ai eu tout le temps du lycée pour me séparer de ça. Mais quelque part, c'est aussi un deuil, parce que aujourd'hui, intellectuellement, je ne m'épanouis pas professionnellement. J'adore les enfants et je fais ça pour eux. Heureusement qu'ils sont là. Mais je trouve que je ne réfléchis pas assez dans mon quotidien. Et bon, voilà, mais après, j'ai que 36 ans, je me dis que peut-être que la vie est encore longue. Et voilà, que j'ai pu mes règles du jour au lendemain quand j'ai déposé plainte. Et j'ai perdu 25 kilos, j'en ai repris 30, j'en ai perdu 20, j'en ai repris 35. En fait, j'avais des crises de boulimie terribles. Et comme j'ai peur de me faire vomir, c'est ma phobie avec les oiseaux, du coup, je me faisais jamais vomir. Et après, quand j'étais dans ma phase où je contrôle tout, je retirais une pâte crue de ma balance si ça ne faisait pas pile ce que j'avais prévu de manger, les 60 grammes de pâte crue. J'allais courir 2 heures tous les jours, je courais 150 km par semaine. Enfin, je pense que je courais pour fuir mon passé et en même temps pour essayer de courir après mon futur. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose un peu d'imagé derrière tout ça. En tout cas, ça me faisait du bien de me dépenser et de penser à autre chose. Et j'ai eu un zona la première fois que j'ai eu une confrontation avec lui, avec le juge d'instruction. Et pendant les procès, j'ai saigné du nez 10 fois par jour. Donc ça a été quand même très éprouvant, mais ce qui est important, et en fait, quand on le vit, l'instruction, on se dit c'est tellement long, on voudrait tellement que ça aille beaucoup plus vite, mais en fait, c'est tellement nécessaire. En 2014, quand j'ai déposé plainte, s'il y avait eu le procès 6 mois plus tard, j'aurais été incapable d'être aussi claire, je pense. Et il faut ce temps, qui est le temps de la justice. Et parfois, les victimes voudraient que ça aille beaucoup plus vite, mais c'est nécessaire, ça prend beaucoup de temps à digérer tout ça, et que la famille, les amis digèrent tout ça, que la société aussi, parce que le regard de la société change. Je suis passée d'une joueuse de tennis et entraîneur de tennis à la fille qui s'est fait violer. Et je ne suis pas que ça, mais il faut assumer quand même cette image. Et moi, j'étais encore dans le milieu du tennis, ce qui n'était pas le cas des 3 autres. Donc ça a peut-être été aussi un frein au fait que c'est pas moi qui ai parlé la première, parce qu'il y a tout de même du moins en 2014, il y avait encore une omerta sur ce sujet-là, et ça se savait qu'il y avait plein d'entraîneurs qui avaient eu des relations sexuelles non consenties avec des mineurs, mais on fermait les yeux, on disait que c'était pas à nous de régler ça, que ça ne nous regardait pas. Et pour ma part,
il y a une fois où j'ai été enfermée dans le local de bal, au sous-sol du club, et c'était pendant ma semaine de stage d'adaptation, de stage d'entreprise de 3e. Il m'avait demandé, pour passer une semaine, que je choisisse mon stage chez lui. Moi, je voulais faire mon stage à l'Assemblée nationale. Et donc, j'avais passé ma semaine à voir comment se passait la vie d'un club que je connaissais par cœur, hein, et donc j'étais enfermée dans ce fameux local et il m'avait demandé une fellation et il y a le barman du club qui était descendu à ce moment-là, qui avait essayé d'ouvrir la porte et il n'avait pas réussi. Il avait dit il y a quelqu'un, et lui m'avait mis la main sur la bouche, j'avais pas parlé et il était remonté. Et 15 minutes après, mon entraîneur, Andrew Guedes, était remonté et moi encore 5 minutes après avec les yeux rouges et il m'a pas posé la question. Il m'a pas dit qu'est-ce qui s'est passé, où t'étais. On était 3 dans le club, lui, l'entraîneur et moi. Moi, ça me paraît totalement fou de me dire aujourd'hui que ça puisse se passer et qu'un adulte ne prenne pas la responsabilité d'alerter le président du club, la ligue et même le procureur. Je pense qu'il y avait quand même, je ne sais pas si c'était une méconnaissance de la non-assistance, mais on préférait fermer les yeux. Et ça, c'est terrible parce que les enfants ne peuvent pas se sauver seuls. Donc moi, je me disais aussi, si les gens ferment les yeux, c'est peut-être parce que c'est normal. Alors moi, je ne trouvais pas ça normal, mais finalement, qui pose la norme, qui pose les valeurs, c'est les adultes. Donc il se passait plein de choses dans le club qui auraient dû être normalement prises en compte. Enfin, un entraîneur, il n'insulte pas ses élèves, ça n'arrive pas. Et là, ça arrivait tous les jours sur les terrains de tennis. C'était tous les jours qu'ils disaient aux petits gamins de 10 ans, t'es qu'un pédé, tapette, tu vas pas t'en sortir. Des trucs totalement fous. J'ai une bite tellement longue qu'on pourrait m'en faire une écharpe. Enfin, ça paraît fou, mais c'était notre quotidien et on vivait dans ça. Et on ne peut pas tolérer, enfin, si on le transpose ailleurs, à l'école ou dans la musique, enfin, on a tendance à être beaucoup plus permissif quand c'est dans le milieu sportif. Et j'en ai encore parlé la semaine dernière avec une maman où son fils fait du rugby et elle me dit « Oh, tu sais, le milieu du rugby, c'est comme ça. » Mais non, c'est pas comme ça. Enfin, il n'y a aucun milieu de la société où on peut insulter et humilier un enfant. Ça n'existe pas. Et je pense qu'il y a une grande éducation encore à faire du monde entier, hein, des adultes, des jeunes aussi, mais aussi des adultes, de se dire qu'il n'y a aucun lieu où on peut se permettre de rabaisser un jeune. Et qu'en plus, c'est totalement contre-productif. Hein, ça n'a jamais aidé personne à être plus performant. Donc, voilà. Moi, il avait, par exemple, rasé un élève dans le clubhouse parce que lui était chauve. Et donc, il avait rasé un élève de 14 ans et personne n'avait rien dit. Enfin, il n'était pas coiffeur. Enfin, je veux dire, il y a peu de lieux dans le monde. Il y en a eu par le passé, dans l'histoire, des choses qui se sont passées comme ça. Et aujourd'hui, on fait tout pour que ça ne se reproduise plus jamais. Et là, c'est exactement la même chose. On ne peut pas permettre des choses comme ça. Il m'a fait boire de l'alcool. Enfin, c'est finalement presque plus que les violences sexuelles. C'est ça qui, je pense, qui m'a le plus détruit. C'est le fait de m'avoir, pendant un moment, flouté mes valeurs. Il me faisait tricher sur le terrain et ça me rendait folle. Et mon père était policier, il avait un sens de la justice très exacerbé, et donc ça le rendait fou et donc ça le mettait en opposition avec lui. Et moi, si je trichais pas, il m'abandonnait sur le terrain, il partait avec sa voiture et j'étais au fin fond des Yvelines sur un parking de nuit et il revenait une demi-heure après. Et donc la fois d'après, si la balle elle était sur la ligne et qu'il me regardait avec des mauvais yeux, je disais qu'elle était faute et ça me bouffait tellement intérieurement. Parce que j'ai mis des années à me racheter auprès des autres joueuses et que ça a aussi participé au fait que j'étais seule parce que du coup, il y a des joueuses qui ne voulaient plus me parler parce que je n'avais pas un bon comportement sur le court. Et je m'énervais beaucoup, je pleurais beaucoup sur le court et tout ça, ça n'a pas alerté les fédérations, la fédération et les entraîneurs et les présidents, alors que ça fait partie des... Vous allez entendre plein de psychologues, voilà, et ils vous diront tous les symptômes. C'est pas un symptôme isolé qui fait qu'on peut dire qu'un enfant est victime de violences sexuelles, mais plein mis bout à bout. Et me concernant, il y avait quand même plein de signes. Je surinvestissais l'école, j'étais totalement esseulée, je m'énervais très facilement sur un terrain de tennis, à pleurer sans arrêt parce que c'était un lieu de souffrance. Et aujourd'hui, je joue plus au tennis
parce que j'arrive pas à jouer 1 heure sans penser à ça. Et mon objectif, c'est de me dire que le jour où j'arriverai à retourner sur un terrain de tennis et passer 1 heure en m'amusant sans y penser, j'aurais beaucoup avancé de ce côté-là. Aujourd'hui, je fais du padel. En plus, c'est à la mode. Donc voilà, et ça me rappelle un peu le tennis, mais comme j'ai pas de mauvais souvenirs sur ce petit terrain en moquette avec des vitres, j'y pense jamais. Ouais. Et ça paraît fou que juste un environnement me permette de pas y penser, alors que l'expert psychiatre, après les procès, a dit que j'étais reconnue 35% c'est pas invalidité, mais en permanent de séquelles. Je lui ai demandé ça veut dire quoi 35%. Il me dit c'est comme si 35% de votre vie était dicté par ce qui vous est arrivé. Et sur 24 heures, ça fait 8 heures. Alors bon, il y a l'heure où on dort, on va peut-être. Mais l'heure où on dort, en fait, si, j'en ai pas parlé, mais en fait, oui, je vous ai pas du tout parlé de tous les traumatismes, mais j'ai eu beaucoup d'insomnie, beaucoup de cauchemars. Encore aujourd'hui, j'en fais toutes les semaines ou toutes les nuits. J'ai de l'hypervigilance, ça veut dire que la nuit je dors, mais en fait je pense que je dors sans dormir. Si mon fils il se retourne dans son lit, la chambre à côté, je vais savoir qu'il s'est retourné, parce que je pense que je suis dans une situation où il faut toujours que je vois par où je pourrais m'échapper. Et j'avais des problèmes avec la nourriture, mais ça va quand même mieux. J'ai des problèmes avec ma vie sexuelle. Voilà, avant ça, je ne supportais pas la pénétration et j'avais tendance à prendre aucune initiative parce que j'ai peur de forcer l'autre à faire quelque chose. C'est problématique parce que mes partenaires, elles sont consentantes, mais je prends aucune initiative. Aussi, j'ai jamais eu de relation sexuelle avec un homme. Alors, j'en ai parlé avec le psychiatre. On ne sait pas si c'est... je ne sais pas et il ne sait pas si c'est parce que j'ai été violée et que j'ai la peur des hommes, ou si juste j'aurais été homosexuelle. Selon lui, non, parce qu'avant ça, j'avais des petits copains. Je pense que très certainement, j'aurais été bisexuelle parce que je m'en fiche un peu, j'aime une personne. Mais j'ai peur jusqu'à très récemment des hommes. D'ailleurs, ça me fait pas peur de parler devant vous tous, mais par contre, si je me retrouve dans un ascenseur avec un homme, je serais pas très à l'aise. Et... voilà, quel autre traumatisme j'ai? Je supporte pas l'abandon. Donc jusqu'à récemment, je pouvais pas rester seule, toute seule chez moi ou toute seule avec mon fils. Et il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un. Voilà, depuis que je vais voir le psychiatre, ça va mieux. Quand je rêve qu'il me pourchasse et que j'arrive pas à courir, comme si j'étais dans un escalator en marche arrière. Et donc, il finit par me rattraper. Et au moment où il va pour me rattraper, soit je lui fais face et je le tue, soit je me dis, mais elle est où ma sœur? Elle a disparu. Et ça, j'en ai pas parlé, mais en fait, j'avais tellement peur qu'il se passe ça avec ma petite sœur, qui était aussi entraînée par lui, qui avait 10 ans, que inconsciemment, je me suis aussi laissée être victime aussi longtemps parce que je voulais pas qu'elle puisse le devenir. Et ça a été assez difficile parce que j'aurais aimé à 27 ans qu'elle comprenne, et ça a été trop dur pour elle, ça a été une trop grosse gifle et elle a préféré s'éloigner. C'est pas du déni, mais se dire... Elle m'a dit la semaine dernière, pour vous dire à quel point c'est récent, j'ai perdu ma sœur à 10 ans. Et c'est dur parce qu'on avait une belle relation, on était complices, j'étais vraiment une grande sœur qui l'emmenait partout. Et en fait, à 12 ans, j'ai pu parler à personne, je suis restée cloîtrée dans ma chambre. La dernière chose que je devais faire le soir, c'était lui écrire un texto. Et la première chose que je devais faire le matin, c'était de lui réécrire un texto. Donc à quel point il y avait une possession mentale, j'avais pas 1 centimètre d'espace de liberté. Et ma sœur en a beaucoup souffert parce qu'elle a cru que je l'avais abandonnée. Et je suis partie de chez moi à 16 ans. Aussi parce que j'ai fui ce lieu où ça s'était passé. C'est vrai, j'ai voulu essayer d'avancer et elle, en voulant la protéger, je l'ai abandonnée en quelque sorte et elle l'a très mal vécu. Et une fois, on était chez lui et il dit « Tu viens, on va chercher McDo ?» Et moi, je veux pas y aller parce que je sais ce qui va se passer. Et du coup, il me regarde et il dit « Steph, tu viens avec moi ?» en regardant ma petite sœur. Après, j'ai tellement eu peur avec son regard que j'ai dit « Bah non, j'y vais, je viens ». Et ce jour-là, il m'avait demandé une fellation et quelque part, je me suis sacrifiée pour ma sœur et
c'est dur de me dire qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à... Elle me dit qu'elle a une dette trop énorme envers moi, qu'elle ne peut pas dépasser ça. Donc on n'arrive pas à avoir de relation, elle et moi, alors qu'elle est prof de PS comme moi, elle fait du tennis. Enfin, on pourrait être tellement proches. Et puis en fait, ça nous a totalement séparés. Donc voilà. Et je suis partie vivre dans le sud-ouest parce que je n'arrivais plus à vivre en Île-de-France. Il y avait trop de gens que j'avais connus à ce moment-là. Il y avait trop de lieux qui étaient les lieux que je fréquentais. Et puis avant que je dépose plainte, j'ai continué à le croiser régulièrement. Et même si lui a toujours baissé les yeux, après ça, il a toujours eu peur de moi, alors qu'il n'a pas eu peur des autres. Et ça, c'est encore une fois, au cours d'assises, au cours des procès, c'était le cas. Il avait vraiment peur de moi et pas des autres. Mais je pense que c'est l'âge qui son avocat a dit bon, bah, c'est pas défendable, on ne sait pas comment on va défendre. Elle avait 12 ans, elle ne demandait pas ça. C'était un petit garçon avec une casquette à l'envers, parce que j'étais pas du tout féminine. Bon, je le suis pas beaucoup plus, mais du coup, voilà. Aujourd'hui, je lui en veux plus. C'est déjà un énorme pas. Et j'espère juste que toutes les années qu'il va passer en prison, parce que j'ai conscience aussi que 18 ans, c'est une énorme peine. Et j'ai conscience de la chance qu'on a eue d'avoir une justice comme ça, et que c'est vraiment rare. C'est pas souvent le cas. Il y a très peu de victimes mineures qui arrivent à se faire reconnaître victimes. Et donc on a eu cette chance, et j'espère que tout ce temps lui permettra de prendre conscience de ce qu'il a fait. Et moi j'ai toujours cette peur parce que au moment, juste avant le verdict, il a dit de toute façon je sais que je vais retourner en prison et pour longtemps, et quand je sortirai, je partirai en Australie et j'irai entraîner. Et je me dis, bon, bah là, à ce moment-là, il n'avait pas encore du tout assez de recul, entre 2014 et 2020. Donc voilà. Après ce témoignage avec une telle sincérité, moi, je n'ai pas de questions sur le témoignage. Je vais laisser la parole à Madame la rapporteure. Alors, merci vraiment beaucoup pour le courage de ce témoignage. Je m'associe complètement à Madame la Présidente pour vraiment le courage de vous faire preuve aujourd'hui. Et j'imagine ce que ça a pu être aussi au moment du procès. Alors, comme vous le savez, la création de cette commission d'enquête était aussi dans le but de déterminer en fait les dysfonctionnements ou les défaillances au sein des fédérations, notamment en ce qui concerne les VSS, mais d'autres aussi faits de violence, comme vous avez pu d'ailleurs en témoigner aujourd'hui, que ce soit par la parole, les violences physiques ou discrimination ou autres. Et c'est vrai qu'on retrouve chez plusieurs victimes un schéma assez similaire, c'est-à-dire déjà l'isolement avec l'entraîneur, le fait qu'il y ait vraiment une relation très poussée entre l'entraîneur finalement et les jeunes qu'on entraîne, cette responsabilité très jeune finalement des jeunes sportifs, cette responsabilité vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la performance sportive, vis-à-vis de son entraîneur, de son club. Et tout ça, on le retrouve, c'est vrai, moi en tout cas depuis qu'on a lancé la commission d'enquête et tous les témoignages qu'on a eus, on retrouve ce schéma et malheureusement, j'ai pas le sentiment, en tout cas, même si la parole s'est libérée et qu'on a le sentiment que l'omerta a été un peu levé, on a quand même le sentiment que ça perdure au sein de ces fédérations et de ces clubs. Et d'ailleurs, plusieurs personnes nous ont rapporté le fait qu'elles avaient peur de témoigner ou de parler puisqu'elles risquaient d'être mises à l'écart, sanctionnées, ne plus pouvoir participer à des compétitions, quel que ce soit sportif, dirigeant, entraîneur ou tout l'écosystème finalement autour de ces fédérations. Moi, j'ai une question vraiment sur la Fédération française de tennis qui s'est constituée partie civile au moment du procès donc, contre votre ancien entraîneur. Et le premier dysfonctionnement concerne d'abord votre ancien club où régnait l'omerta, vous l'avez dit à demi-mot, mais alors que beaucoup de personnes semblaient avoir des soupçons, en tout cas semblaient savoir qu'il avait un comportement inapproprié. Et les bonnes performances du club semblent avoir poussé certains à fermer les yeux. Est-ce que vous nous le confirmez aujourd'hui ? Oui, c'est vrai. Apparemment, il y a une seule dame, au cours du procès, ça a été dit par l'enquêtrice, qui avait été voir le président du club en disant qu'il avait un comportement inapproprié envers les jeunes, avec violence verbale, physique, et un comportement ambigu avec certaines joueuses. Et le président lui avait répondu « Oui, mais il nous ramène des titres ».
Et ça fait écho à une phrase de Madame Oudéa Castéra pendant le colloque où elle a dit aucune médaille ne vaut un sacrifice tel. Et c'est vrai que de une c'était faux parce que en fait il entraînait les meilleurs joueurs, donc forcément ils avaient des titres. Je veux dire, c'était pas un bon entraîneur en plus. C'est-à-dire que parfois il y a des très bons entraîneurs qui sont aussi des pédocriminels, mais là, en l'occurrence, c'était même pas un bon entraîneur. En revanche, c'était un entraîneur qui consacrait énormément de temps. Et ça, dans la vie d'un sportif, ben, c'est sûr que ça demande un tel engagement pour les familles, comme vous l'avez dit, tant en termes de temps qu'en termes financiers, qu'un entraîneur qui est disponible le soir, les week-ends, qui compte pas ses heures, qui fait des entraînements entre guillemets gratuitement, etc., bah, forcément, ça va aider à avoir des résultats. Mais c'était pas un bon entraîneur. Et oui, les gens disaient que c'était sa méthode, que c'était comme ça, qu'il était dur, mais qu'il poussait les gens à faire du mieux possible. Enfin, on peut aider les jeunes à tirer le meilleur d'eux-mêmes, sans pour autant les forcer à faire des choses qu'ils ne sont pas prêts à accepter. Et la frontière est parfois pas facile, mais c'est tout l'enjeu et c'est pour ça aussi que les éducateurs et entraîneurs doivent être formés. Et aujourd'hui, voilà, il y a au sein de leur formation, ils ont des UE sur ça, qui n'était pas trop le cas avant, alors que ça paraît être quand même la base. Avant d'être un entraîneur de tennis, on est un éducateur, et donc on doit savoir quelles sont les valeurs, quelle est la psychologie de l'enfant, quelles sont les méthodes Enfin, moi, ça me paraît plus essentiel que de savoir techniquement comment on fait un coup droit. Parce que quand on laisse un enfant aller dans un club de tennis ou autre, la première des choses, c'est qu'on doit garantir son intégrité physique et morale, et, comme l'école. Et à partir du moment où on laisse son enfant à un endroit où il peut lui arriver quelque chose, moi je préfère que mon enfant il reste nul au tennis et qu'il ne lui arrive jamais rien. Donc ça, c'est la première chose. Après, la Fédération française de tennis, comme c'est celle que je connais le mieux, je vais en parler. Depuis notre affaire, effectivement, elle fait beaucoup dans ce domaine-là, avec notre association Rebond, effectivement, où on est partenaire, où on fait des sensibilisations auprès de toutes les ligues, aux présidents des ligues, aux comités des ligues, aux entraîneurs, aux équipes techniques régionales, etc. Et aussi au sein des tournois jeunes nationaux, où je fais une sensibilisation aux jeunes sur qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est une relation saine. Excusez-moi, je voudrais juste vous interrompre sur ce sujet parce que, en collaboration avec d'anciennes victimes de votre bourreau, vous avez créé cette association Rebond qui œuvre à prévenir en tout cas toutes les violences, tout type de violences auprès de mineurs, c'est bien cela. Donc je voulais savoir où était domiciliée votre association, comment elle s'organisait, comment elle s'animait sur le terrain. Votre association, j'imagine que vous avez des bénévoles, mais vous avez aussi des salariés peut-être. Alors non, on n'a pas assez de subventions justement pour avoir des salariés. Voilà, c'est intéressant que vous puissiez, en tout cas, vous êtes là aussi pour nous présenter votre association. Et je vous remercie de nous en parler pour que nous puissions la connaître davantage. Alors donc c'est un petit peu comme Colosse au pied d'argile, sauf que eux ils ont bien progressé. Nous on est encore au début par rapport à eux, mais l'objectif est le même. Effectivement, il y a un volet prévention et sensibilisation auprès des différents publics, que ce soit dirigeants, entraîneurs, parents et enfants. Et ensuite, dans tous les strates de la fédération, donc ça va du CNE, donc du Centre national d'entraînement, jusqu'au tout petit club d'une campagne. Et ensuite, on fait aussi de l'aide et soutien aux victimes. Donc on a plusieurs victimes, dont certaines ont été pas mal médiatisées l'an dernier, qui sont dans l'association et qu'on a aidé dans ce chemin qui est justement la procédure. Quand on se lance dans une procédure, on n'a pas du tout idée de ce que ça va représenter sur différents plans. Moi, je ne pensais pas que ça serait médiatisé. Au début, je n'étais pas du tout prête à ça. Ensuite, je venais d'acheter un appartement et je ne pensais pas que ça allait me coûter 600 € par mois de frais d'avocat. Et heureusement que la Fédération française de tennis a été là pour nous faire des subventions et nous aider à régler nos frais d'avocat, parce que voilà, j'en ai eu pour 60 000 € de frais d'avocat et je gagnais 1 800 € par mois en étant prof et ça allait être très compliqué. Donc heureusement qu'ils nous ont aidés. Et je sais que ce n'est pas toujours local, toutes les fédérations ne sont pas toujours partie civile, et nous, c'était la première fois que la Fédération française de tennis l'était. Et pour parler avec la déléguée juridique de la fédération très régulièrement, puisque c'est avec elle que j'interviens sur les différentes actions,
Je lui ai dit, il ne faut pas qu'il y ait une machine arrière et il faut que maintenant ça soit systématique, que la fédération soit toujours partie civile. Mais ça leur coûte aussi beaucoup d'argent, parce que ça leur demande aussi un avocat. Donc la Fédération française de tennis a décidé de faire appel à un assureur. Et en fait, il y a 2 € de plus dans la licence. Et je ne suis pas sûre du chiffre, mais je crois, enfin, en tout cas, il y a une part de la licence qui a légèrement augmenté pour pouvoir justement aider les victimes qui déposent plainte à payer leurs frais d'avocat. C'est l'assurance qui prend en charge. Alors évidemment, il y a des critères, puisque c'est une assurance, ils ne sont pas philanthropiques. Donc il faut que ça soit dans les 5 ans. Alors on sait que les personnes parlent généralement beaucoup plus tard que ça, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Et il faut que la personne ait été licenciée au moment des faits et le soit toujours au moment du dépôt de plainte. Et voilà, il couvre 20 000 € de frais d'avocat, l'assurance. Donc c'est déjà une super belle avancée qu'a fait la fédération, en espérant qu'ils puissent étendre ça à 10 ans et un peu plus, parce qu'on voit que Célim Asfar, elle a 46 ans et elle a parlé cette semaine. Donc voilà. En fait, ça me fait penser aussi à autre chose. Alors, le délai de prescription a été rallongé, et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, à mon sens. Et dans certains pays, il n'y a pas de prescription pour les crimes de violence sexuelle sur mineurs. C'est le cas au Luxembourg, c'est le cas au Danemark, aux Pays-Bas, en Suisse. Et en fait, les répercussions, elles sont sur toute une vie. Et parfois, ça nous arrive quand on a 10 ans et puis on a oublié. Il y a des amnésies traumatiques, ça existe. Des gens qui oublient pendant 30, 40 ans et puis tout d'un coup, ils se souviennent. Et il y a des gens qui sont dans le déni, qui se disent non, c'était pas du viol. Et puis il y a des gens qui disent je sais que c'était du viol, mais je préfère pas en parler parce qu'il y a trop d'enjeux. Et donc la prise de parole, elle est forcément sur un délai qui, à mon avis, est bien au-delà de encore la prescription aujourd'hui. Et je pense que c'est un crime. Voilà, aujourd'hui en France, il n'y a que le crime contre l'humanité, il me semble, qui n'a pas de prescription. Et je pense que ça serait quand même un beau message envoyé aux victimes et en même temps une épée de Damoclès qui ne tombera jamais pour les coupables. Parce que nous, finalement, il y a eu des prescriptions dans notre cas. Et si Astrid, elle s'était pas réveillée 4 jours avant, il y aurait eu prescription pour elle et peut-être qu'aucune de nous aurait parlé et puis ça se serait jamais su. Donc voilà, pour moi, c'est important, c'est une chose que je trouve importante. Après, il y a autre chose aussi, je me dis, pour le après. Alors, j'ai conscience qu'à partir du moment où une personne a purgé sa peine, elle retrouve sa liberté, c'est tout l'enjeu de la justice. Mais il y a des pays, encore une fois, comme l'Australie, qui, sur le passeport, c'est écrit quand c'est des prédateurs criminels sur enfants. Et le pays qui les reçoit est en droit de les refuser. Et il y a même des personnes en Australie qui ne peuvent pas quitter le territoire pour protéger non pas juste les enfants de leur pays, mais les enfants du monde entier. Je sais que ça pose question. Moi-même, je me pose la question. Je ne dis pas que je voudrais que ça le soit, mais ça me pose question de me dire, est-ce que ça ne serait pas aussi garantir une protection supplémentaire pour les enfants de tout pays, sachant que d'ailleurs c'était à l'Assemblée nationale que ça avait été lors d'une commission où le chiffre était sorti, 37% des prédateurs sexuels sur mineurs recommettent une infraction après avoir purgé une peine. C'est quand même beaucoup. Et c'est 37% où les gens ont reparlé. Mais pour combien de personnes n'ont pas parlé? Et je pense que rien que nous concernant, on était 4 parties civiles, mais en fait, je pense qu'on était plus de 20 victimes. Rien que sur les personnes qui ont témoigné, qui à la fin disent « mais je ne souhaite pas porter plainte » alors que ça relevait du viol. Il y en avait déjà 4 ou 5. Certaines où il y avait prescription, certaines qui s'étaient enfuies, d'autres qui n'ont pas été retrouvées. Voilà, on a rendu justice aussi pour toutes les autres. Mais concernant, pour revenir à l'association, parce que je pars un peu... Pour revenir à l'association, donc... on a surtout comme partenaire, là, pour l'instant, la Fédération française de tennis. J'aimerais obtenir l'agrément de l'éducation nationale pour pouvoir aller dans les collèges, lycées aussi, pour faire des sensibilisations, comme le fait Colosse d'ailleurs. Pour l'instant, on le fait, mais comme on n'a pas l'agrément, ce n'est pas quelque chose d'automatique qui peut être demandé dans un parcours de formation. Et ensuite...
Ah, vous avez une question. Allez-y. Non, allez-y. Désolée, je ne voulais pas vous interrompre, mais en fait, c'est en écoutant et en repensant à la question que je vous ai posée tout à l'heure, lorsque vous m'avez dit qu'effectivement, ça avait été signalé auprès du président du club. Est-ce que ce président a été inquiété par la justice du fait d'avoir su des choses, de ne pas être intervenu, de ne pas avoir fait de signalement peut-être plus haut, au niveau supérieur? Donc, est-ce qu'il y a eu des plaintes ou quelque chose qui a été fait de ce point de vue-là? Alors, il est décédé avant notre dépôt de plainte, donc on ne saura jamais. Plusieurs personnes ont été très très mal à l'aise lorsqu'ils ont été appelés à la barre parce qu'ils avaient eu un comportement où justement on leur a dit mais vous saviez des choses, vous n'avez rien dit. Il y en a notamment une qui était prof de PS et qui par exemple avait 27 ans à ce moment-là, et on était partis en tournoi par équipe. Et c'était pas avec moi, c'était avec les prochaines, donc Astrid et Mathilde. Et il avait demandé à dormir avec Astrid dans la chambre et que Mathilde dorme avec un autre accompagnant adulte de 45 ans. Et il y avait donc cet adulte de 45 ans, l'entraîneur, enfin la femme de 27 ans qui était prof de PS, plus d'autres adultes de l'équipe, et personne n'a rien dit. Et personne d'autre n'a été inquiété par la loi dans notre affaire, mais il y a quand même eu beaucoup de manquements. Et on a quand même permis à des jeunes de 14, 15 ans de dormir avec l'entraîneur parce que l'entraîneur l'avait demandé. Enfin, moi, aujourd'hui, ça m'arrive. Je serais dans une équipe où il y a un entraîneur qui demande à dormir avec un mineur, ça ne serait pas possible. Donc je trouve ça fou qu'à l'époque... mais encore une fois, parce qu'il avait une telle emprise, pas seulement sur nous, mais sur le club entier, que les gens avaient peur de lui, en fait, parce que c'était quelqu'un de violent, quelqu'un qui avait assis une autorité. Il était omnipotent dans ce club. Il faisait la pluie et le beau temps, il décidait de tout, on lui laissait tout passer. Et c'est sûr que c'était un terrain favorable pour nous à ces violences. Je voudrais revenir aussi sur ces signalements. Plus de 60% des signalements sur le dispositif Signal Sport du ministère concernent des éducateurs, des sportifs et des bénévoles ou des professionnels. Ce matin, nous étions en audition avec Madame Myriam Salmi, psychologue du sport, que nous avons auditionnée. Elle a souligné donc la nécessité de ne pas laisser des mineurs seuls avec leurs entraîneurs, ceux-ci étant particulièrement vulnérables. Vous l'avez dit également, du fait de leur âge, de la relation particulière qu'ils entretiennent avec lui. Une véritable prise de conscience a émergé au sein de la Fédération française de tennis, ou a-t-elle émergé au sein de la Fédération française de tennis? À votre connaissance, est-ce que des éducateurs et des entraîneurs sont davantage contrôlés? Et selon vous, le respect de l'honorabilité des éducateurs sportifs fonctionne-t-il bien ou suffisamment? Alors, à l'époque, par exemple, la carte professionnelle, c'était quelque chose qui n'était jamais affiché dans les clubs. À mon époque, quand j'étais jeune. Et même, on ne demandait pas vraiment même les diplômes. C'est-à-dire qu'un entraîneur changeait de club et on ne lui redemandait pas les diplômes ni quoi que ce soit. Donc, en fait, par exemple, nous, il avait menti. Il avait dit qu'il avait le BE2 alors qu'il avait juste le BE1. Alors, il pouvait entraîner, ça ne change pas le fait qu'il était quand même entraîneur, mais le BE2 permet d'accéder à des postes qu'il n'aurait pas dû avoir, voilà, de dirigeant, de directeur sportif dans des gros clubs. Et aujourd'hui, la Fédération française de tennis fait beaucoup plus de contrôle sur ça. D'ailleurs, j'ai reçu moi-même un mail pour dire qu'il fallait que j'ai ma carte professionnelle à jour. Donc oui, maintenant il y a beaucoup plus de contrôle. Ils demandent à ce que ça soit affiché, que ça soit contrôlé, et il y a beaucoup plus de passerelles faites aussi dès qu'il y a des remontées qui sont faites entre le ministère de la Justice et le ministère des Sports. Il y a une collaboration qui est faite qui n'était pas le cas à l'époque. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Après, pour des questions financières, même si c'est demandé maintenant qu'un entraîneur ne dorme pas avec son joueur ou sa joueuse quand il part en déplacement, alors évidemment, il y a des sports qui sont plus ou moins touchés par ce phénomène. Au tennis, c'est un sport où on part beaucoup en tournoi. Donc, on est beaucoup en déplacement avec les entraîneurs. Effectivement, ça représente un coût parce que ça veut dire prendre 2 chambres au lieu d'une. Mais maintenant, c'est ce qui est demandé. Alors, dans les faits, je ne sais pas si c'est toujours respecté, mais avant, ça n'était même pas demandé. Donc, comme ça... voilà. Ensuite, moi, souvent, j'en parle avec la Fédération française de tennis. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y en a encore pas assez.
Mais moi, j'aimerais qu'il y ait plus d'entraîneurs femmes. Pas parce que les femmes ne peuvent pas être des prédatrices sexuelles, hein, c'est déjà arrivé, mais bon, il y a quand même, selon le résultat de la Civis, il y a 98% des prédateurs qui sont des hommes. Et ensuite, parce que je trouve que de toute façon, c'est bien d'avoir 2 entraîneurs, et je préférerais qu'on mette en place des pôles d'entraînement avec 2 entraîneurs et 4 joueurs, plutôt qu'un entraîneur avec 1 joueur. Même au-delà des entre guillemets dérapages, c'est pas des dérapages, mais on va dire ça, qui pourrait y arriver, c'est surtout que c'est aussi, de toute façon, une personne n'a pas bon partout. Je veux dire, même un très bon entraîneur, il peut pas tout apporter. Et moi, je sais qu'en EPS, j'aime bien travailler avec ma collègue, qui pourtant est très différente de moi, mais parce que je pense qu'elle apporte d'autres choses aussi à mes élèves. Et d'avoir 2 cadres, 2 façons de penser, d'avoir des valeurs communes, mais qui peuvent quand même voilà, être un petit peu différentes, et ben, je pense que ça enrichit dans tous les cas les enfants et les jeunes. Donc moi, je serais plutôt favorable à ce qu'il y ait plus d'entraîneurs pour un petit groupe, et qu'on puisse avoir aussi une émulation entre jeunes de leur âge, qui puissent être avec des pairs, parce que quand on a 12 ans et que tout d'un coup on fréquente plus jamais des enfants de 12 ans, bah, dans sa construction c'est quand même problématique aussi, parce qu'avant d'être un joueur de tennis ou un joueur de foot ou peu importe, on reste un jeune, et donc c'est plus important de se construire comme ça que de se construire uniquement par rapport à son sport, déjà parce qu'on n'est pas sûr d'être sportif de haut niveau, et ensuite même si on le devient, il y a un après. Et on sait aussi le nombre de dépressions qu'il y a chez les sportifs de haut niveau qui arrêtent. Donc, parce que tout d'un coup, en fait, ils ont l'impression de perdre leur vie parce que c'était leur unique repère. Et je pense qu'il faut essayer de garder le plus longtemps possible des repères un peu plus classiques, dans le sens où s'ils peuvent rester à l'école, c'est mieux. S'ils peuvent rester dans leur famille, c'est mieux. Et alors, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, même au sein de la Fédération française de tennis, mais moi, je préfère que les enfants restent s'entraîner proches de chez eux le plus longtemps possible, et pas qu'ils partent à 12 ans en Pôle France à Poitiers. Voilà, je préfère qu'ils restent jusqu'à 16 ans entraînés dans leur région. Contrôle de l'honorabilité des éducateurs? Ben ça, je sais pas si ils ont. Alors, il y a un référent dans chaque. Ils sont en train de mettre en place un référent dans chaque comité à la Fédération française de tennis. Donc, qui serait en quelque sorte la personne ressource à aller voir s'il y a une suspicion. Mais pour l'instant, c'est pas encore totalement mis en place. Et surtout, ils n'ont pas été tous formés. Et il faudrait que ça soit le cas dans chaque club, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Il faudrait que dans chaque club, à mon sens, il y ait une personne qui soit formée et sensibilisée à ça, et qui soit connue et reconnue de l'ensemble du club, des adhérents, que ce soit aussi bien les parents, les jeunes et les éducateurs, comme étant la personne qui va faire remonter à Signal Sport, qui va être en lien avec différentes associations. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, je ne sais pas, en termes de contrôle d'honorabilité, exactement où elle en est, si ce n'est que je sais que maintenant, c'est plus systématique qu'il y ait un contrôle des cartes professionnelles. Mais par exemple, disait que j'avais posé la question, si un entraîneur de l'étranger vient, est-ce qu'on sait s'il a été condamné dans son pays? J'avais demandé à Fabienne Bourdet, qui m'a dit c'est très difficile à savoir, parce que déjà au niveau français, c'est difficile de faire les liens entre les fichiers, ceux qui sont fichés, et s'ils continuent à enseigner. Et ensuite, s'ils viennent d'autres pays, il y a des pays qui apparemment ne donnent pas d'informations, ou d'autres qui sont encore plus en retard et qui n'ont pas du tout fait ce travail-là. Donc, parce que les entraîneurs bougent beaucoup aussi. Hein. On a beaucoup d'entraîneurs canadiens, belges, suisses, luxembourgeois. Enfin, le monde du sport, c'est un monde où on bouge assez facilement. Donc, c'est vrai que si la personne, elle part d'un pays pour aller refaire ça ailleurs et qu'on n'a pas de traces, ça pose aussi problème. Une question de notre collègue Jérôme Guedj, s'il vous plaît. Madame Cauchy, il faut éteindre. Voilà. Évidemment, merci. Je ne vais évidemment pas revenir sur l'intensité de votre témoignage, même si, de fait, il appellerait aussi beaucoup de questions sur la manière dont vous décidez de prendre la parole, enfin, ce qui est toujours au-delà du milieu sportif, le cas de n'importe quel abus sexuel sur un mineur, de se poser la question à quel moment
on est capable de prendre la parole. Mais ça fait le lien aussi avec la question que je veux vous poser, qui porte sur l'action de rebond. Vous nous dites on fait de la sensibilisation, de la prévention et de l'information. Et donc aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse, je pense qui nous intéresse, c'est de comprendre ceux des messages que vous arrivez à faire passer. Je prends une seule question précise. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos sensibilisations, dans vos formations, et plus largement dans les messages que la FFT fait passer, par exemple cette règle de dire un adulte ne peut pas être seul avec un jeune, est un message qui est clair, qui est assumé, qui est porté, qui est revendiqué en disant il ne peut pas y avoir. Voilà. Même question sur, et cela fait le lien avec mon premier point, sur l'aide à la libération de la parole. C'est-à-dire ce qu'il est dit aujourd'hui dans ces écoles de tennis, dans les clubs, ça peut arriver avec vos entraîneurs, ça peut arriver avec les bénévoles. Et donc, vous devez signaler, vous devez le dire, c'est normal de le dire, il n'y a aucune raison. Quels sont les supports au-delà des formations que vous faites pour un peu le systématiser, pour que dans le milieu du sport, se dise ce qui se dit dans d'autres milieux au contact avec des enfants, de pouvoir dire s'il se passe quelque chose, dites-le. Voilà. C'est quoi les supports? Est-ce que dans le livret, avec la licence, est-ce que dans la newsletter, est-ce qu'aujourd'hui ces messages sont assumés et qu'il n'y a pas le côté de se dire on n'en parle pas parce qu'on ne veut pas montrer qu'il y a des choses qui ne vont pas, quoi. Voilà. Alors, il y a un outil de formation en ligne qui s'appelle LIFT à la Fédération française de tennis. Et dans cette formation, il y a une unité sur les violences sexuelles où là, justement, il y a divers points, justement, comme vous disiez, sur ne pas se retrouver seul dans une voiture avec un jeune, éviter les allers-retours seuls, etc. Mais il n'y a pas encore assez de connaissances à tous les étages. On va dans n'importe quel club de France, c'est pas systématique pour les gens que ça puisse poser problème, qu'on puisse être seul. Par exemple, un tennis couvert, souvent, c'est des bulles. Et donc, si les parents ne viennent pas sur le terrain, personne ne le voit. Et donc, c'est des milieux où on est facilement esseulé. Et, mais ça demande tellement de... Alors, ça demande beaucoup de budget, mais c'est aussi à long terme penser sur les infrastructures, de les rendre aussi plus visibles. Même si on sait que c'est pas uniquement pendant les lieux d'entraînement où les violences vont avoir lieu. Hein. Il y a tellement d'autres possibilités. Mais j'ai l'impression que les gens encore voient le milieu sportif un peu comme un milieu différent, où on pourrait se permettre d'autres choses parce qu'il y a une performance attendue, alors qu'il y a aussi dans le milieu de la musique de la performance attendue, mais ce côté dépassement physique et finalement violence physique qu'on accepte permet d'avoir des comportements qui arrivent plus souvent peut-être que dans d'autres milieux. Et il y a encore beaucoup de travail, je pense, dans les fédérations pour que tout le monde, des bénévoles aux parents, prennent conscience qu'on ne parle pas mal à un enfant dans le milieu sportif comme on ne parle pas mal d'un enfant à l'école. Enfin, ça passerait pas qu'on dise à un enfant... souvent, dans les formations, justement, je fais le parallèle et je leur dis, mais si on dit à votre enfant « Oh, il est nul, t'avances pas, tu cours à 2 à l'heure », les parents cautionnent quelque part, pas tous, mais beaucoup vont cautionner ça. Alors que je leur dis, mais s'il est en maths, on dit, mais vraiment, tu réfléchis à 2 à l'heure, mais tu sais pas additionner, t'es vraiment un naze. Alors là, les parents vont s'offusquer. Alors que finalement, c'est exactement la même chose pour l'enfant. Et il faut que ça change la mentalité. Alors c'est à force je pense, d'exemples, je pense que les témoignages, c'est important parce que c'est là aussi les gens prennent conscience que ça peut arriver à tout le monde. Parce que nos histoires, par exemple, on n'était pas des familles complètement abandonnées, avec des enfants qui étaient seuls. On dit « Ah oui, mais moi, ça pourrait pas m'arriver ». Enfin, souvent, on entend, et c'est terrible, c'est que personne n'est à l'abri. Aucun milieu socio-professionnel, aucun âge et aucun sexe n'est à l'abri. Donc, il faut vraiment que ça soit... Moi, à chaque fois que je prends une classe en cours, je me dis j'ai au moins 3 élèves qui ont vécu des violences sexuelles. Et c'est quand même... Avoir conscience de ça quand on accueille une classe toutes les 2 heures, c'est quand même
Et en fait, très peu, c'est pas su, parce que les enfants n'en ont pas encore parlé, mais c'est les chiffres, et c'est quand même... c'est pas quelque chose qui arrive une fois tous les 10 000, et c'est ce qui serait déjà trop. Mais là, on parle quand même de... Enfin, c'est énorme, les chiffres. Là, ils disent... Amélie Oudéa-Castéra rappelait que c'était un enfant sur 7 qui va avoir des violences sexuelles dans le milieu sportif avant la majorité. Un enfant sur 7. C'est un enfant par groupe. On fait un groupe de tennis, il y en a un qui, avant ses 18 ans, va subir des violences sexuelles. Dans le milieu sportif. Claudia, une question? Oui, alors moi je vous remercie également pour votre témoignage, que même nous, on a du mal à entendre. Hein. Non, alors vous êtes enseignante. Y a-t-il pas une passerelle possible, justement, comme une forme d'instruction pour protéger des enfants entre l'éducation nationale, notamment par les profs de sport, sur justement de dire à des enfants, eh ben, vous ne devez pas accepter qu'on vous insulte. Enfin, on le fait avec nos propres enfants ou petits-enfants, mais au-delà de ça, on sait qu'il y a des familles qui ne sont pas forcément au fait. C'est vrai que dire la nullité, ça ne se dit pas à un enfant. Parce qu'un jour, il dira « je suis nul », alors qu'il n'est pas forcément nul, il est moins bon qu'un autre, ou il a d'autres qualités. Enfin, je veux dire, on peut toujours être positif. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, ça concerne... Alors, quand on est enseignant, on est obligé de regarder sur le fichier des prédateurs pour être recruté. Alors, je le sais parce que je suis conseillère régionale. Tout le personnel qui travaille dans les lycées, on n'est pas soumis à ça. Donc, une personne peut avoir violé et travailler au contact d'enfants, ce qui est une vraie problématique. Et à mon avis, en tant que législateur, il faudra peut-être un jour qu'on se penche là-dessus. Donc, quand un entraîneur a un jour agressé, est-ce qu'il y a la possibilité d'enquêter quand on le recrute dans une fédération? Alors justement, ça me fait penser au moment où il y avait l'instruction... Ils avaient dit qu'il fallait plus qu'il ait un travail en contact de jeunes dans le milieu éducatif, et pour pouvoir sortir de préventive, il avait dit j'ai trouvé un emploi dans une auto-école. Et j'avais dit bah moi ça me pose problème parce que ça veut dire qu'il va avoir des mineurs. Et donc, mais comme ça n'avait pas paru choqué. Ça veut bien dire qu'il y a quand même encore comme si on devait cloisonner. Enfin, il y a le milieu sportif, mais il y a tellement de milieux où il y a des jeunes qu'effectivement, ça peut être au milieu scolaire, dans des ULIS, au milieu hospitalier. Enfin, on peut être en contact des jeunes par plein de biais différents. Donc, effectivement, je pense qu'il y aurait besoin de légiférer sur ça. Et ensuite, justement, votre question sur les passerelles. C'est ce que j'aimerais présenter à Monsieur Attal et Madame Oudéa-Castéra. Donc là, c'est la rentrée. En plus, aujourd'hui, ils sont ensemble, justement, à Orthez, pour parler d'EPS. Donc, c'est drôle. Et donc, j'aimerais les voir pour leur proposer des actions, parce que j'aimerais, si on pouvait mettre cette action en place, de former tous les enseignants d'EPS à travers les réunions du NSS qu'on a chaque début d'année, qui est une formation de fait pour que les enseignants de PS au sein de leur établissement ensuite puissent faire cette formation auprès de leurs élèves. Tout d'abord qui sont présents en UNSS, parce que c'est quand même la plus grosse fédération, hein, on parle de fédération sportive, mais l'UNSS c'est quand même la plus grosse fédé. Et ensuite l'étendre à tous les enseignants et à tous les personnels. Et effectivement, vous avez raison, quand on engage un personnel de cantine ou un agent d'entretien ou autre, effectivement, c'est des personnes qui évoluent avec des jeunes tous les jours. Et donc moi, je ne m'arrête pas seulement à la communauté éducative, je pense qu'il faut former tous les personnels au sens large. Et d'ailleurs, même si ce n'est pas juste parce qu'ils sont en contact avec des jeunes, c'est aussi parce qu'ils sont parents, oncles, grands-parents, et que c'est une parole qui doit être diffusée sur toute la société, parce que comme vous l'avez dit, nous on en parle à nos enfants et petits-enfants, mais ce n'est pas toujours le cas. Et il y a beaucoup de milieux où on ne parle pas du tout de ces choses-là. Bon, alors évidemment, là, notre sujet, c'est les fédérations. On sait aussi que le premier lieu, c'est la famille. Mais pour les violences sexuelles. Mais l'école sert aussi à ça, et je pense qu'il faudrait faire plus de passerelles. Il faudrait qu'il y ait des formateurs. Et moi, d'ailleurs, si j'ai l'occasion de les voir prochainement,
je me proposerais, j'aimerais bien, aujourd'hui je suis professeur de PS dans un collège, mais si on me demandait si je voulais faire une autre mission au sein de l'éducation nationale par rapport à ça, je dirais oui, vraiment, avec entrain, j'aimerais bien qu'il y ait des référents dans chaque établissement, un référent qui est formé et qui est là pour relayer, un petit peu comme on a fait là avec le programme phare pour le harcèlement, au sens large aussi sur les violences sexuelles et les violences tout court, parce que ça peut être des violences physiques, ça peut être, on en a parlé, des violences verbales, et ça a été par exemple le cas dans mon collège où j'ai des élèves, j'étais prof principale de 4e l'an dernier, sont venus me voir en me disant « Madame, on va arrêter la section foot parce que... non, pas parce que. On va arrêter la section foot. » Donc j'avais plein de garçons. Donc je leur dis « Ah bon, mais pourquoi ?» Et moi, ça m'étonnait. Ils venaient à mes créneaux du NSS le midi au foot. Je les vois jouer sur les terrains. J'habite la ville où j'enseigne. Je les vois jouer toute la journée sur les terrains de foot quand il n'y a pas école. Ils font les tournois, ils font les matchs. Et ils me disent « Parce qu'ils nous parlent mal, l'entraîneur. » Et l'entraîneur, c'est l'entraîneur du club et c'est pas le prof de PS qui fait les cours à la section sportive. Et donc là, ils me disent, qu'ils nous disent, ouais, vous êtes des petites tafioles, vous allez vous prendre une branlée ce week-end, enfin voilà, sans arrêt des remarques comme ça, donc des remarques homophobes, des remarques sexistes, des insultes. Et donc ils m'ont dit qu'ils voulaient arrêter. Et donc mon chef d'établissement l'an dernier, quand même, quand je lui en parle, il me fait, oh, t'es sûr, ça m'étonne parce que quand même, c'est quelqu'un de bien. Bon, alors, c'est peut-être mon passé qui me... si dit ce genre de choses, c'est pas quelqu'un de bien. Et ensuite, pourquoi des enfants viendraient me raconter ça? Enfin, c'est-à-dire que c'est tellement difficile pour parler quand on est jeune que si en plus, les rares fois où ils arrivent à prendre la parole, on leur dit non, mais c'est pas possible, l'entraîneur, c'est quelqu'un de bien, on peut pas s'en sortir. Donc voilà, j'ai demandé qu'on puisse faire une réunion avec le fameux entraîneur qui a changé de club. Donc c'est lui qui a quitté le club. Mais il est entraîneur dans la ville d'à côté. Hein, donc ça ne change strictement rien. Si ce n'est que mes élèves de 4e, voilà, maintenant ils vivent leur section sportive plus sereinement. Mais enfin, il faut vraiment qu'on... Et quand j'en ai parlé en salle des profs, on se dit quand même, les profs, ils ont fait un master, ils réfléchissent un peu, ils m'ont dit « Oh, mais c'est comme ça, c'est le sport. » Et alors, c'était une prof de français, et je lui ai dit « Oui, mais toi, je t'entends hyper souvent dans ta salle. T'as fait 5 fautes en français, mais t'es vraiment une brêle. Oh là là, mais... » Et là, elle me regarde comme ça, et je lui dis « C'est exactement la même chose. » Et elle me dit « Ah bah ouais, mais... » Et là, les gens, en fait, ils transposent pas du tout ce qui se passe dans le milieu sportif, et c'est là où je pense que l'EPS, elle a vraiment un rôle très important à jouer, parce qu'en fait, on a toujours une position un peu bancale. Hein. L'éducation nationale, il faut quand même se l'avouer. On n'est pas vraiment pris pour un vrai prof en salle des profs. Donc, il faut quand même qu'on arrive à faire ce lien entre l'école et le milieu sportif, alors que normalement, l'EPS, c'est vraiment l'école. Hein. Mais comme dans l'image des gens, on fait quelque chose où on pourrait tolérer des comportements qu'on ne tolérerait pas dans d'autres matières, et qu'on est aussi, on a la chance d'être la seule activité, la seule matière où les élèves ne sont pas dans un univers clos, assis, où en fait mes collègues, ils ne connaissent pas les élèves. Mes collègues, quand on arrive en conseil des classes, ils ne savent rien sur eux. Ils ne savent pas qui se fait harceler par un tel, qui vit mal l'échec, qui a des problèmes à la maison. Ils ne connaissent pas du tout les élèves parce qu'ils les ont en face d'eux, assis à 30, et que c'est déjà compliqué de faire cours à 30 personnes en même temps qui ont... il y a des dyslexiques, il y a des autistes, il y a des élèves intellectuellement précoces, tout ça dans la même école, qui est génial, hein, l'école inclusive, mais il faudrait vraiment qu'on puisse avoir les moyens. Mais bon, là, c'est encore un autre sujet. Mais nous, on peut les voir bouger, on peut les voir avoir des interactions entre eux, et ils sont plus facilement amenés à venir nous parler. Donc, je pense que les profs de PS, souvent, ont une relation un petit peu différente avec les élèves, et il faut vraiment essayer de faire en sorte qu'ils soient peut-être le référent dans l'établissement pour ces questions-là, de montrer que la norme, c'est pas de se faire insulter, et faire une formation aux enfants sur ça. Je leur dis toujours, jamais personne doit essayer de briser vos rêves, vous dire que ce n'est pas possible, de vous dire que vous êtes mauvais, que vous ne pouvez pas y arriver.
Mais ça paraît fou, hein, parce que pour moi, la bienveillance, c'est la première qualité qu'il faudrait avoir pour un enseignant. Mais il n'empêche que c'est pas tout le temps le cas. Et donc, avant même d'apprendre une matière, si on ne peut pas se construire en tant que futur citoyen, si on n'arrive pas à savoir comment on doit se comporter avec notre voisin, parce que comme on se fait mal parler, du coup, on parle mal aussi à nos camarades. Parce que bon, ils parlent pas souvent hyper bien entre eux. Hein, mais pourquoi? La question, c'est pourquoi. C'est aussi essayer de trouver les origines de ça. Et je pense que c'est hyper important qu'on fasse des passerelles. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des enseignants d'EPS qui soient formés pendant les créneaux UNSS en début d'année et qu'après, ils redéversent à l'ensemble de la communauté éducative et personnelle qui évolue dans un établissement. Et au début, j'avais pensé d'abord aller dans les établissements Génération 2024 parce que bon, c'est énorme le nombre d'élèves. Hein, il va falloir que c'est une grosse action. Mais déjà, aller dans les établissements qui ont le label Génération 2024, on est à 1 an des Jeux Olympiques et que ces élèves-là qui font partie de ce programme, qui sont en section sportive, en horaire aménagé, qui ont plus de sport que la moyenne dans leur emploi du temps, ils aient accès à cette formation. Ça me paraît absolument indispensable. Je voudrais vous remercier. Si vous avez des compléments d'information, si vous souhaitez nous solliciter à nouveau, à l'écrit ou à l'oral, vous n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Nous sommes quelques-uns à faire partie également de la commission éducation, culture et le sport. Donc nous n'oublierons pas de revenir vers vous pour avoir des propositions concrètes et on se donnera suite. En tout cas, longue vie à rebond, même si je souhaite qu'on n'en ait plus jamais besoin. Mais en tout cas, un message comme ça, positif et d'éducation au sein des collectivités, au sein des clubs, des fédérations, il est nécessaire. On parle dans le domaine du sport, mais vous l'avez dit, dans tout domaine d'activité, c'est grandement nécessaire qu'on ait cette éducation. Et que quand vous témoignez comme ça, avec cette sincérité sur votre parcours personnel, eh bien, j'espère que ça servira également à éviter d'autres situations critiques et à prévenir que nos enfants puissent pratiquer du sport dans de bonnes conditions. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur.